Tout le monde croit que les vaccins à ARN messager sont apparus en 2020, comme par miracle. Ils pensent qu'ils sont sortis de nulle part. Mais c'est faux, complètement faux. En fait, pendant des dizaines d'années, des laboratoires du monde entier ont mené des recherches qui ont ouvert la voie à cette découverte. Et le parcours qui a permis d'aboutir au vaccin a été difficile. Mais il y a aussi eu de grands moments d'exaltation. Je pense vraiment que les vaccins à ARN sont un exploit qui vaut bien celui d'envoyer un homme sur la Lune. Et aujourd'hui, l'ARN marque le début d'une révolution médicale sans précédent. Octobre 1965, le télégramme vient d'arriver à Paris. C'est officiel. Le prix Nobel est décerné à 3 biologistes français. François Jacob, Jacques Monod et André Lvoff. Il récompense la découverte du rôle de l'ARN dans le monde du vivant. Sur le petit écran, la découverte rivalise avec les plus grandes aventures de l'époque. La conquête de l'espace côtoie celle de l'infiniment petit. Dans les années 60, les scientifiques connaissent déjà la double hélice d'ADN. Elle contient les informations qui, depuis les noyaux, contrôlent l'activité des cellules. Les scientifiques connaissaient également les protéines, les machines qui, autour du noyau, font le travail pour faire fonctionner les cellules. Mais quel est l'intermédiaire entre le noyau et la salle des machines? Qui transmet les instructions pour faire fabriquer les bonnes protéines au bon moment? C'est cet intermédiaire que les 3 Français ont identifié, l'acide ribonucléique, qu'ils baptisent ARN messager. La règle est universelle. Chez tous les êtres vivants, l'ADN fabrique l'ARN qui dicte la production des protéines. C'est ainsi que les cellules du pancréas font de l'insuline ou que les cellules de la peau font des cheveux. Dans les années 60, les biotechnologies n'existent pas encore. Faire un vaccin à partir d'ARN n'est pas envisageable. Mais c'est un moment clé. Le point de départ d'une révolution scientifique dans un monde en pleine ébullition. Tandis qu'à Paris, le vieux monde croule sous les pavés, la vague hippie déferle sur les campus américains. Ici, 5 ans après le Nobel, l'ARN messager est enseigné à l'université. Ça, c'est une danse interprétée par des étudiants de l'université de Stanford qui viennent de suivre un cours sur l'ARN messager et la synthèse des protéines. Là, vous voyez arriver l'ARN messager et on sent bien toute leur joie. Et tout ça se fait en musique, du rock bien sûr, parce qu'on est dans les années 70. Ce sont les prémices de la révolution ARN. Tom Cech, alors étudiant, est convaincu qu'un nouveau chapitre de la biologie est à écrire.
il va y consacrer sa carrière. Ce professeur de l'Université du Colorado décrypte en détail le fonctionnement de l'ARN. Il reçoit à son tour le prix Nobel. Quand Stockholm consacre la recherche sur l'ARN pour la deuxième fois, l'époque a complètement changé. C'est le grand boom des biotechnologies, avec une molécule devenue star, l'ADN. L'ADN thérapeutique était considéré comme l'avenir de la médecine, ce qu'on appelle les thérapies géniques. La double hélice hypnotise les années 80. Les gènes sont de toutes les promesses. On les utilise déjà pour fabriquer de nouveaux vaccins, de l'hormone de croissance pour faire grandir les nains, de l'insuline purifiée pour soigner les diabétiques. Mais déjà, certaines recherches prévoient de leur faire fabriquer du carburant, de la soie ou du caoutchouc. L'ADN aspire tous les financements. Difficile d'exister quand on travaille sur l'ARN, même pour Tom Cech et son Nobel. Tout se passait un peu comme si ceux qui essayaient de développer l'ARN marchaient sur le bas-côté de la route, pendant que ceux qui travaillaient sur l'ADN filaient à toute allure en Ferrari. La plupart des scientifiques font donc le pari de l'ADN à l'époque. Mais un jeune chercheur, lui, va voir dans l'ARN l'occasion de se démarquer. Robert Malone vit aujourd'hui un peu à l'écart, en Virginie, aux États-Unis. Quand on a acheté ces terres, il n'y avait rien. C'était il y a 6 ans, c'est ça? Il n'y avait ni barrière, ni eau, ni fosse septique, ni électricité, ni grange, ni maison. Robert Malone est un scientifique que le succès du vaccin anti-Covid a sorti de l'anonymat. Joining me now is the man who developed that mRNA technology, Dr. Robert Malone. What is the difference between antibodies existing in someone and someone injecting an mRNA vaccine? Mais c'est aussi un chercheur amer qui n'a pas eu la carrière qu'il espérait. J'ai toujours tiré le diable par la queue. Je n'ai jamais eu de poste universitaire avec un salaire fixe. Ça fait que je suis juste un gagne-petit. Robert Malone a pourtant fait ses études dans les meilleurs laboratoires de l'époque. J'ai travaillé dans le laboratoire qui a été le premier à découvrir qu'un rétrovirus était responsable du sida. Survival rates are very low. After 2 years, fewer than 20% of the victims are still alive. Sous pression, l'administration Reagan débloque des centaines de millions de dollars. Un coup de fouet pour la recherche sur les virus. Mais l'argent aiguise aussi les appétits, les rivalités. Robert Malone va donc tenter un coup. Le défi pour un jeune diplômé qui intègre un environnement extrêmement compétitif comme le Salk Institute est comment trouver un petit créneau sur lequel travailler sans être totalement étouffé par les scientifiques plus influents qui l'entourent. C'est comme ça que j'ai choisi de travailler sur l'ARN. L'intuition de Robert Malone, c'est qu'il est possible de détourner la machinerie cellulaire.
En introduisant des ARN choisis dans les cellules, il espère les forcer à produire des protéines d'intérêt thérapeutique. Son projet va bénéficier d'une innovation toute récente. Une équipe de Harvard vient de réussir la fabrication d'ARN en éprouvette avec quelques ingrédients de base. Un bout d'ADN, le gène, sert de modèle. Les briques élémentaires de l'ARN, A, U, G et C, sont ajoutées dans le tube. Puis intervient une machine particulière, l'ARN polymérase. Elle relie entre elles les briques élémentaires en respectant la séquence de l'ADN pour en copier les instructions. De l'ARN messager a été produit in vitro. Robert Malone dispose désormais de la recette pour en fabriquer à volonté. Ses premières tentatives pour faire entrer l'ARN dans les cellules tombent à l'eau. Mais, après des semaines de galère, le jeune chercheur entend parler d'une nouvelle technique mise au point par un scientifique de la région. En 1989, Phil Fegner travaille comme chimiste dans un gros laboratoire pharmaceutique en panne d'innovation. Sommé de développer de nouveaux produits, c'est dans sa cuisine qu'il trouve l'inspiration. Alors ici, on a un tube qui contient un peu d'huile d'olive. Je vais y ajouter de l'eau. Quand on mélange, on voit apparaître toutes ces jolies gouttelettes. C'est ça qu'on a appelé les liposomes. Ce que nous avons découvert, en fait, c'est un moyen plutôt malin d'encapsuler de l'acide nucléique à l'intérieur de ces petites gouttes d'huile. Les acides nucléiques, comme l'ADN et l'ARN, sont protégés quand ils se retrouvent enfermés dans ces boules de graisse. Baptisée lipofectine, l'invention permet surtout de faire entrer le contenu des liposomes à l'intérieur des cellules. C'est une innovation majeure pour délivrer des molécules médicaments comme l'ADN et peut-être aussi l'ARN. Mais les patrons de Phil Fegner restent sceptiques. Quand j'en ai parlé à ma hiérarchie, on m'a dit non. On m'a dit non, la thérapie génique, ce sera plutôt pour 2020. Phil Fegner refuse d'avoir raison trop tôt. Il décide de faire profiter les autres de son invention aux frais de son employeur. J'ai pris contact avec des scientifiques et je leur ai dit « Vous voulez tenter une expérience ? Je peux vous envoyer le réactif et vous voyez ce que ça donne. » Ça a fait boule de neige. On envoyait de plus en plus de réactifs de jour en jour. Finalement, ça générait pas mal de frais et ça coûtait tellement cher que ma société s'est plainte. Je crois que la facture a été plutôt salée. J'ai reçu le réactif par la poste. C'était une petite fiole, emballée dans une boîte, avec des instructions. Ils expliquaient comment ils l'utilisaient avec l'ADN. Et je me suis dit, bon, ok,
Je vais faire exactement la même chose, mais avec mon ARN. Pour son expérience, Robert Malone va utiliser des ARN messagers de luciférase, une protéine lumineuse découverte récemment. C'est elle qui fait briller les lucioles. S'il parvient à les faire entrer dans les cellules grâce au liposome de Phil Fegner, alors elles produiront une lumière facile à voir. La preuve qu'il a réussi à faire rentrer ses ARN. On a commencé à l'injecter à des souris, et puis on a fait des prélèvements de muscles qu'on a broyés et mis dans un tube à essai. Ensuite, on a configuré le luminomètre, qui est un appareil qui mesure les photons qui sont libérés. Et soudain, les compteurs ont commencé à s'affoler. On a détecté des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de photons. Et tout ça en 30 secondes. Là, on a clairement compris qu'on tenait vraiment quelque chose. Le résultat est publié dans la prestigieuse revue Science. La fabrication de protéines par des ARN pourrait être utilisée pour soigner des maladies ou fabriquer des vaccins. Ça a fait un peu de bruit à l'époque, mais bon, pas plus que ça. Parce qu'encore une fois, c'est l'ADN qui était roi. L'ARN était juste son serviteur. Et donc, à quoi bon s'intéresser à ce que peut faire le serviteur quand on maîtrise le roi? Le laboratoire Merck, qui indirectement a financé une partie des recherches, décide de favoriser la piste de l'ADN et enterre le brevet sur l'ARN. Robert Malone n'est pas autorisé à poursuivre ses recherches. J'étais jeune scientifique. Et à ce moment-là, le monde a commencé à s'écrouler pour moi. J'étais totalement déprimé parce que ça représentait tellement d'efforts, tellement de passion, tellement d'heures. Et je savais que c'était vraiment important. J'ai été complètement détruit psychologiquement. Si bien que j'ai démissionné et que j'ai choisi la seule alternative. En attendant que ma femme termine sa licence à l'université de San Diego, j'ai commencé à travailler en tant que technicien. Et ça m'a poursuivi toute mon existence. J'ai passé ma vie professionnelle à voir des gens s'attribuer le mérite de mon travail. Je suis resté le grand oublié de l'histoire. En 1990, grâce aux travaux de Malone et Fegner, des souris de laboratoire produisent des protéines à la demande par simple injection d'ARN. Une nouvelle approche est en train de voir le jour. Mais c'est en France, à Paris, que ce résultat va devenir une technique de vaccination. Frédéric Martinon termine alors sa thèse à l'INSERM. À l'époque, je travaille sur les cellules du système immunitaire. Et l'idée qui est derrière ça, c'est d'essayer d'appliquer ces connaissances à l'obtention de nouveaux vaccins. Les comptes rendus de ces expériences sont conservés par la responsable des archives au 4e sous-sol. Comme tous les jeunes chercheurs en immunologie, Frédéric Martinon est fasciné par l'énigme du sida. Il va s'inspirer des travaux de Malone et Fegner pour développer un vaccin à base d'ARN. La vaccination consiste à protéger l'organisme d'une infection en stimulant les défenses immunitaires avec un fragment du microbe.
Mais pas question de travailler directement avec le VIH, trop compliqué. Pour tester son idée, Frédéric Martinon choisit un ARN du virus de la grippe. Concrètement, il va inoculer aux souris cet ARN. Celui-ci va pousser les cellules à fabriquer des protéines de virus. Quand celles-ci se retrouvent dans le sang, elles sont reconnues comme un agent étranger. L'intrusion déclenche une alerte qui conduit à la production d'anticorps. En théorie, la souris est protégée contre la grippe. C'est le principe de la vaccination. En pratique, les expériences vont durer des mois. Alors ça, c'est toutes les étapes donc pour la préparation de l'ARN. Et donc la première injection chez l'animal, elle a eu lieu le 20 décembre 1990. Voilà, le 13 février, on a quelque chose qui est tout à fait... On a une réponse qui est très forte par rapport aux différents contrôles. Bon, alors quand on découvre les premiers résultats, forcément on est très enthousiaste parce que c'est une nouvelle approche qui n'a jamais été montrée et donc c'est extrêmement enthousiasmant. Il faut à tout prix creuser cette voie parce que la preuve de concept de la vaccination par ARN est posée. Nous sommes en 1991. L'expérience marque une étape historique dans le développement des vaccins ARN. Mais comme pour Robert Malone, Pasteur-Mérieux, le laboratoire qui a financé les recherches, boude la découverte. Alors un peu plus tard, j'apprends que le brevet a été abandonné, il n'a pas été renouvelé, il n'a pas été entendu à d'autres pays, donc je suis un petit peu incrédule, j'en discute avec les gens concernés, on me dit oui, mais forcément, c'était pas si reproductible que ça, le fait qu'il y ait des souris qui répondent pas, on n'a pas pu séduire les industriels à cause de ça. Merck d'abord avec Malone et Pasteur-Mérieux ensuite, deux géants pharmaceutiques ont laissé filer la technique qui aurait pu leur rapporter des milliards de dollars en 2021. Au début des années 90, la preuve est faite qu'un vaccin ARN est possible. Mais les quelques souris qui répondent mal dans les expériences de Frédéric Martinon masquent une difficulté qui va bloquer la technique jusqu'en 2005. Elle ne sera surmontée que par la magie d'une rencontre. On a commencé à se croiser à la photocopieuse. C'est à la photocopieuse que j'ai rencontré ce gars qui était nouveau. Je venais d'arriver à l'université et je ne savais pas du tout qui c'était. C'est typiquement moi, d'être toujours celle qui engage la conversation. C'était forcément Cathy. Tout le monde sait que ce n'est jamais moi qui parle le premier. Je la ramenais un peu. Je lui ai dit qui j'étais et ce que je faisais. Elle était très extravertie, assez rentre-dedans, mais vraiment intelligente. Il m'a expliqué qu'il allait développer un vaccin contre le VIH. Elle s'est vantée de son ARN et de tout ce qu'on pouvait en faire. Et elle m'a demandé si je voulais l'essayer. Il a répondu que oui, ce serait bien d'essayer. C'est comme dans la pub Reese's, quand le chocolat et le beurre de cacahuète se rencontrent. C'est le mariage idéal. Mais pour comprendre la contribution scientifique de ce duo, il faut remonter dans le passé. Franchir le rideau de fer et se rendre en Hongrie, le pays natal de Katalin Karikó. Dans le meilleur institut scientifique de Hongrie, en 1978, une équipe travaille déjà sur l'ARN.
Cette photo a été prise pendant que je préparais mon doctorat. C'est là-bas que j'ai synthétisé chimiquement l'ARN. Vous pouvez voir que c'est un laboratoire de chimie ordinaire. Moi aussi, j'essayais d'introduire l'ARN grâce à un liposome. Mais dans le labo, les moyens sont limités. C'est le règne du système D. Pour produire des liposomes, on avait besoin de phospholipides. Mais on n'en avait pas. On était de l'autre côté du rideau de fer et c'était impossible de commander ces molécules. En feuilletant des manuels de sciences, nous avons découvert comment isoler des phospholipides à partir d'une cervelle de vache. Je suis donc allée à l'abattoir et j'ai rapporté une cervelle de vache. Et ça m'a bien aidé d'être la fille d'un boucher, parce que ça m'a évité d'être dégoûtée. J'en avais déjà vu. On s'est mis au travail pendant une semaine. Et enfin, le tout dernier jour, on a obtenu une fraction de phospholipides. C'était vraiment crucial pour nous. Ça nous a permis de commencer à obtenir et à générer des liposomes. Nous sommes 6 ans avant la chute du mur de Berlin. L'économie du bloc de l'Est vacille. L'argent manque dans les laboratoires. L'Académie des sciences sacrifie son programme ARN. Pour poursuivre ses recherches, Katalin Karikó postule dans une université américaine. L'administration hongroise l'autorise à franchir le rideau de fer avec sa fille et son mari. On n'avait pas le droit de sortir plus de $100 du pays. Mais on avait besoin de plus que ça. Alors, on a vendu la voiture russe qu'on avait en Hongrie. Ça, c'est une photo de ma fille, qui avait à peu près 2 ans à l'époque. Elle avait un ours en peluche. Alors, j'ai opéré l'ours et j'ai caché l'argent à l'intérieur. Avec $1000 en poche, la famille Karikó s'installe aux États-Unis. C'est le début de la seconde vie de Katalin. Elle reprend ses recherches sur l'ARN en utilisant les liposomes de Phil Fechner. J'étais complètement subjuguée par l'ARN messager. Peu à peu, l'idée m'est venue que l'ARN messager serait un jour utilisé à des fins thérapeutiques. Mais la scientifique hongroise va vite déchanter. Ses supérieurs se montrent insensibles à l'ARN, imperméables à ses arguments. Les moyens commencent à manquer pour ses expériences. J'ai déposé des demandes de subventions tous les mois pendant 2 ans, mais sans jamais les obtenir. C'est en janvier 1995 que ça a été le plus dur. D'abord parce qu'on m'a découvert une grosseur dans le sein. Et j'ai dû être opérée. Alors que tout s'écroule autour de Katalin Karikó, l'université de Pennsylvanie recrute Drew Weissman. Le jeune médecin a été formé dans les meilleurs labos américains pour mettre au point un vaccin contre le sida. En 1997, Drew Weissman s'acharne depuis 10 ans déjà sur ce problème. Quand on croit vraiment en quelque chose, il ne faut rien lâcher. On n'abandonne pas. C'est exactement ce qu'on a fait, Cathy et moi. On a vu le potentiel et on s'est accroché. Le premier ARN que Cathy a fabriqué pour moi était une protéine essentielle du VIH. On l'a injecté à des souris pour voir si on pouvait obtenir une réponse vaccinale. Les premiers résultats sont enthousiasmants. Mais il ne faut pas longtemps à Drew Weissman pour détecter la difficulté rencontrée 5 ans plus tôt par Frédéric Martinon. Des souris répondent mal. Certaines souffrent même d'inflammation. C'est une catastrophe pour les 2 chercheurs.
Si l'ARN est toxique, comment imaginer en faire un vaccin ou un médicament? Pendant toutes les années qui ont suivi, on a cherché à comprendre comment et pourquoi notre ARN était inflammatoire. On avait très peu de moyens. On n'avait publié aucun article. C'était donc impossible d'obtenir des subventions. Je devais trouver des solutions pour financer ces recherches. On savait que le potentiel était là. Ne pas laisser tomber. 7 longues années de galères, d'échecs, de frustration. Et enfin une piste. C'est le U, l'uridine, l'un des 4 constituants de l'ARN qui pose problème. On a donc éliminé l'uridine et on l'a remplacée par la pseudo-uridine. L'ARN fonctionnait, il continuait à produire des protéines et il n'était plus inflammatoire. La pseudo-uridine est une uridine modifiée que la cellule utilise naturellement pour fabriquer certains ARN. Quand on a remplacé l'uridine par la pseudo-uridine, l'ARN a produit 10 fois plus de protéines. C'était la cerise sur le gâteau. On avait obtenu un ARN qui n'était plus inflammatoire et qui nous permettait de produire beaucoup plus de protéines. On pouvait enfin avancer. En 2005, le temps est venu de passer de la souris à l'homme. Le vaccin ARN est à portée d'éprouvette. Pourtant, le duo n'est pas au bout de ses peines. La lipofectine, qui marche si bien chez l'animal, a trop d'effets indésirables chez l'homme. Pour lancer les essais cliniques, il faut trouver un autre liposome pour emballer l'ARN. La solution est entre les mains de Peter Cullis. En 2005, ce chercheur canadien est déjà la rockstar des liposomes. Il vient de mettre au point une invention qui sera cruciale pour le vaccin anti-Covid. C'est très simple en fait. Il suffit de mélanger des lipides avec de l'eau, puis de tout verser dans cette cuve et de la fermer hermétiquement. Et il faut faire attention à ce que le bouchon soit bien fermé, sinon il risque d'être projeté en l'air. En général, on a une grosse bonbonne d'azote juste à côté. Et ensuite, les liposomes sortent de ce tube. C'est très rapide, si bien qu'on peut fabriquer des liposomes en 10 minutes. La machine simplifie la préparation de liposomes mieux tolérés par le corps humain. L'invention est brevetée. Elle servira pour le vaccin anti-Covid. Mais en 2005, quand Katalin Karikó et Drew Weissman s'adressent à Peter Cullis pour l'utiliser, leur demande reste lettre morte. Et ça va coincer pendant longtemps. J'ai essayé d'obtenir ces nanoparticules de lipides pendant des années. Je suis sûr que vous avez entendu Katalin Karikó se plaindre de ne pas avoir pu mettre la main sur les premières versions de ces liposomes, de ces nanoparticules de lipides qui acheminent l'ARN messager pour fabriquer un vaccin. Je l'ai sollicité plusieurs fois, mais il était toujours absorbé par d'autres sujets. Je n'arrêtais pas de le relancer. J'ai même essayé de faire bonne impression. Je lui ai dit, « Vous savez, quand j'étais étudiante, j'ai fabriqué des liposomes. » J'ai essayé de lui en parler, mais il n'y mettait aucune bonne volonté. Oui, il y a eu des gens comme Cathy Karikó et surtout Drew qui ont dit qu'ils n'avaient pas pu se procurer ce matériel. Pourquoi ? Tout ce que je leur ai dit, c'est que ce n'était pas ma faute. Je n'y suis absolument pour rien. Ouais, toute cette histoire est un peu compliquée. Peter est toujours mal à l'aise avec cette histoire.
Il nous a fallu 7 ou 8 ans pour obtenir les nanoparticules de lipides. Ça arrive souvent. Quand une entreprise développe un nouveau produit, elle ne veut pas que d'autres l'utilisent, parce que s'ils découvrent un défaut, ça peut ruiner la réputation de leur produit. Je pense que c'est pour ça qu'il a fallu si longtemps pour obtenir les nanoparticules de lipides. À l'époque, la frustration est grande pour les deux chercheurs. Dépitée, Katalin Karikó lâche son poste à l'université et rejoint la société allemande BioNTech. Son fondateur, Ugur Sahin, tente aussi d'utiliser l'ARN en médecine. Son rêve, faire un traitement contre le cancer. Ses équipes joueront un rôle crucial dans la crise du Covid. Katalin Karikó lisait nos publications, je lisais les siennes. De temps en temps, nous nous envoyions des messages pour nous féliciter de nos travaux. En 2013, elle est venue à Mayence pour donner une conférence. Et après, nous sommes allés dîner ensemble. Et là, nous avons constaté que nous avions beaucoup de points communs, que nous partagions les mêmes valeurs. Elle aussi a commencé à faire de la recherche pour aider les gens. Ugur m'a invité. Nous avons discuté et il m'a dit « Toi, je sais que tu es compétente. Je le vois clairement. » Il voyait bien que j'étais enthousiaste. Et il voulait que je travaille là-bas. Il m'a dit qu'avec mon travail, on emmènerait l'ARN jusqu'aux essais cliniques. Quelques semaines plus tard, elle était avec nous. Et nous avons commencé à travailler ensemble, en combinant les recherches qu'elle avait déjà lancées à UPenn avec celles que nous avions développées ici, en Allemagne. Avec BioNTech, un nouveau chapitre commence pour l'ARN. D'autant que de l'autre côté de l'Atlantique, Moderna, une société américaine, s'est aussi lancée dans l'aventure. À sa tête, le Marseillais Stéphane Bancel. Il n'a pas réussi à recruter Katalin Karikó, mais il vient de lever 2 milliards de dollars sur les promesses thérapeutiques de l'ARN. En 2011, Moderna n'était qu'une micro-start-up. Pour en prendre la direction, il a d'abord dû convaincre son épouse américaine. C'est quoi la chance de succès? Je lui ai dit 5%, quoi. Donc elle m'a dit, je suis pas très forte en maths, mais ça veut dire 95% de chance d'échec. Je dis oui. Mais donc j'expliquais encore une fois ce que ça pouvait faire pour la santé mondiale dans tellement de domaines qu'à la fin elle dit, bah, tu devrais le faire parce que tu es tellement têtu que tu arriveras peut-être à trouver la manière de faire fonctionner l'ARN messager et de gérer toutes les difficultés sur le chemin. Stéphane Bancel, formé à la chimie et au marketing, a tout de suite compris l'intérêt industriel de l'ARN par rapport aux médicaments classiques. L'ARN messager, c'est une molécule d'information. Tous les messages, que ce soit des vaccins ou des produits thérapeutiques, sont écrits avec 4 lettres. C'est juste l'ordre des lettres qui change, comme les 0 et 1 sur l'informatique. Et donc, le processus industriel est le même pour tous les produits. On fait tous les produits dans la même usine et dans le même réacteur, avec les mêmes équipes, avec les mêmes matières premières, ce qui rend la pharma folle parce que c'est un concept inconcevable. C'est ce concept révolutionnaire qui va propulser les pionniers de l'ARN sur le devant de la scène dans la crise du Covid. Début avril 2020. 1 million de malades et déjà 50 000 morts à travers le monde. Après des semaines de déni, Donald Trump lance un plan d'urgence pour financer et coordonner la recherche d'un vaccin. It's called Operation Warp Speed. That means big and it means fast. A massive scientific, industrial, and logistical endeavor. Its objective is to finish developing and then to manufacture and distribute a proven coronavirus vaccine. Operation Warp Speed's chief scientist will be Dr. Moncef Slaoui, a world-renowned immunologist who helped create 14 new vaccines. That's a lot of our new vaccines.
Thank you, Mr. President. Good afternoon, everyone. Ebola, cancer, paludisme. Dans sa carrière, Moncef Slaoui a travaillé sur les maladies les plus meurtrières. Sa vocation est née après la disparition de sa jeune sœur, morte d'une maladie infectieuse. Ce grand sportif quitte alors le Maroc pour étudier l'immunologie, en Belgique d'abord, puis à Harvard. Après, tout va très vite. Il gravit les échelons et devient une figure majeure de la pharma. Moncef Slaoui a été choisi car il vient de l'univers des vaccins traditionnels, mais qu'il connaît aussi la technologie ARN. Il a déjà travaillé avec Stéphane Bancel chez Moderna. Moncef Slaoui sélectionne 8 programmes de vaccination dont 2, celui de BioNTech et celui de Moderna, utilisent l'ARN. C'est la toute première fois que cette technologie se trouve en compétition directe avec des vaccins classiques. Mais il était impératif qu'on puisse comparer des oranges avec des oranges. Et franchement, la chose qui a été la plus difficile à faire, c'était ça. C'était de dire à des compagnies concurrentes, on va vous mettre dans des conditions où il y aura, vous ne pouvez plus vous cacher. La performance de votre technologie va devenir transparente puisqu'on va la comparer parfaitement aux autres. En Allemagne, Ugur Sahin ajourne ses recherches sur le cancer et réorganise l'activité de ses équipes. Nous avions plein de projets pour l'année 2020. Développer des immunothérapies anti-cancer et lancer des essais cliniques. Et bien sûr, nous n'avions pas prévu la mise au point d'un vaccin contre une maladie infectieuse. Quand nous avons compris qu'une pandémie arrivait, nous nous sommes dit que nous devions faire quelque chose. Notre technologie permet de produire des vaccins en quelques semaines. Quand la Chine met en ligne la séquence génétique du coronavirus, BioNTech fait alliance avec le géant Pfizer pour produire massivement son vaccin. La première usine ARN de Moderna, elle, est flambant neuve. Le timing est idéal pour l'ARN messager. Mes équipes sont allées sur la toile et ont copié la séquence avec leur souris. Ils sont allés dans le logiciel qui s'appelle le Drug Design Studio, donc c'est un studio pour faire des médicaments. Et ils font CTRL-V pour copier la séquence. Ça part électroniquement à notre usine à Norwood. Et à Norwood, ça démarre sur des robots qui commencent d'abord par faire un petit bout d'ADN qui sert en fait de modèle pour l'information génétique. Ce bout d'ADN est mis dans un réacteur. Le réacteur met une enzyme qui va s'attacher à ce petit modèle et qui va créer un ARN messager à partir de ce modèle-là. Après, le prochain réacteur, on met une boule de lipides, c'est du gras autour de l'ARN messager. Et après, ça va dans des grands sacs de 100 litres. Et ça va dans une société qui met ça dans des flacons. Et c'est fini. Ah, je me rappelle très bien, dans mes coups de fil à 4 h du matin, en fait, je reçois un texte d'Albert Bourla, qui est le président directeur général de Pfizer. Je pense que c'était un mercredi. Je ne suis pas certain. 4 h du matin, je reçois un texte, il me dit « Can I call you? Est-ce que je peux t'appeler ?» Oui. Il me dit « Ah, il était extraordinaire. » Il me dit « Écoute, c'est dingue. On a les résultats, c'est 97% d'efficacité. C'est inimaginable. » Et franchement, mes voisins dans les chambres d'hôtel à côté ont dû se dire « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai poussé un très grand cri. Et puis, je pense qu'il s'est passé 10 jours avant qu'on ait les résultats de Moderna, et qui sont arrivés un tout petit peu meilleurs. C'était extraordinaire, c'était vraiment extraordinaire. Yes, c'était enfin la grande revanche de l'ARN sur l'ADN. Parce que, comme je vous le disais, l'ADN avait été roi. Et tout à coup, l'ARN messager était devenu la reine. Et on sait tous qu'elle a mis le roi échec et mat. La reine ARN messager a joué un rôle crucial dans ce terrible drame humain. Et voilà, on n'avait plus besoin du roi. J'ai fait partie de la deuxième campagne de vaccination. Et je me suis débrouillé pour que Cathy, qui travaillait à Philadelphie à l'époque, soit avec moi. Parce que c'était important d'être tous les deux vaccinés en même temps.
On travaillait ensemble et on a reçu au même moment le vaccin qu'on avait développé tous les deux. On y avait consacré tant d'années et fait tant de sacrifices. Ça a été une expérience magnifique. C'était vraiment très émouvant. Rien que d'y penser aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. J'ai senti ce que ça voulait dire pour eux, d'avoir ce vaccin. Tout le monde disait que ça serait impossible, que ça n'a jamais été fait avant. Mais ça a eu un effet dramatique sur la confiance de la population dans le vaccin. Dr. Malone, he's one of the world's premier experts on mRNA vaccines himself. Et parmi les détracteurs du vaccin, un certain Robert Malone. So walk us through where we stand right now, Dr. Malone, in your mind. Well, first off, thanks and welcome back. I'm so glad to be here again, Steve, and thank you for the opportunity. I've missed you guys. Depuis l'été 2020, il court les plateaux télé et revendique la paternité du vaccin ARN. Paradoxalement, il dénonce aussi ses dangers potentiels, selon lui. Regarding the genetic COVID vaccines, the science is settled. They're not working. They are not completely safe. Pour le couple Malone, le succès du vaccin anti-Covid aurait pu être l'occasion de se réjouir. Mais Robert n'a pas reçu de distinction officielle pour sa contribution. La colère est remontée. Je l'ai un peu secoué et je lui ai dit « Robert, tu ne peux pas laisser passer ça. Dis quelque chose. » Donc ce n'était pas l'ego de Robert qui était à la manœuvre. C'était moi, sa femme, qui le poussait par derrière et qui lui disait « Tu mérites qu'on reconnaisse ce que tu as fait. » Voilà, c'est ça l'histoire. Les déclarations publiques de Robert Malone sur le vaccin ARN seraient-elles le fait de son ressentiment ? 15 milliards de doses ont été injectées au cours de la pandémie. Les agences de santé estiment que 20 millions de vies ont été sauvées. Comme l'ADN dans les années 80, l'ARN devient le produit fétiche de la pharma. Pour les pionniers de l'ARN, le temps des galères est révolu. Les moyens sont là pour lancer la révolution médicale à laquelle ils croient depuis si longtemps. C'est passionnant, parce que nous en sommes à un point où les perspectives sont presque illimitées. Mais on ne peut pas encore dire laquelle va aboutir. L'une des pistes les plus intéressantes est la création d'un vaccin contre le cancer. Est-ce qu'il sera un jour possible de préparer le système immunitaire à lutter contre des cancers avant même qu'ils ne se développent? Retourné à ses grands rêves d'oncologue, Ugur Sahin y croit plus que jamais. BioNTech multiplie les essais cliniques sur le cancer. La technique consiste à établir le portrait robot de la tumeur pour en faire un avis de recherche. Cette information est alors codée dans un ARN messager. C'est lui qui alerte le système immunitaire. En pratique, le médecin prélève un morceau de la tumeur et analyse son ADN. Il peut ainsi établir le portrait robot des cellules malades. Quand les protéines marqueurs du cancer sont identifiées, il fait fabriquer in vitro les ARN correspondants, ceux qui seront injectés aux patients. Les ARN messagers obligent alors le corps à produire les protéines suspectes en grande quantité. Le système immunitaire est activé. Il répond avec des anticorps qui reconnaissent et détruisent les cellules cancéreuses. Nous avons maintenant des preuves que notre immunothérapie contre le cancer, ces vaccins individualisés, sont actifs dans le cas du mélanome.
Nous avons des preuves que notre immunothérapie est également active pour des maladies très graves comme le cancer du pancréas. Et nous avons aussi mené des études sur des patients atteints de cancer du sein. Dans ces 3 cas, nous constatons que le système immunitaire de l'organisme peut être activé contre le cancer. La technique préfigure une révolution médicale. Le traitement personnalisé contre le cancer. L'autre grande maladie dans le collimateur de l'ARN, c'est le sida. À Philadelphie, le jeune chercheur parti en guerre contre le VIH il y a 30 ans est toujours à son poste. Il travaille aujourd'hui sans Katalin Karikó. Mais il reste convaincu que l'ARN viendra aussi à bout de l'épidémie. Tout ce qu'on a appris en essayant de mettre au point le vaccin contre le sida nous a aidé à développer rapidement le vaccin contre le Covid. Aujourd'hui, on est dans la situation inverse. Le fait que la moitié de la population mondiale a reçu un vaccin ARN a un effet accélérateur sur les traitements contre le sida et les autres traitements à base d'ARN. On pense que ça a de grandes chances de marcher. On va y arriver. Le vieux rêve de Drew Weissman se réalisera-t-il avant la fin de sa carrière? Même pour l'ARN, le sida reste un gigantesque défi. Cancer, grippe, paludisme, maladies génétiques, cardiaques, diabète, Alzheimer. L'ARN messager est désormais de tous les programmes de recherche médicale. L'argent coule à flot. Mais les scientifiques ont encore d'immenses défis à relever. Quand ces nouvelles thérapies verront-elles le jour? Quelle sera l'ampleur de la révolution ARN? Certains investisseurs vous diront qu'ils le savent, mais en vérité, en tant que scientifique, je ne peux absolument pas vous dire si cela va être limité à certaines thérapies ou si, au contraire, ça va se répandre dans tout le secteur médical. On ne se rend pas compte du nombre de thérapies qui peuvent être envisagées avec l'ARN. En fait, je passe mes nuits à me demander ce qu'on pourrait encore faire avec. Quand vous vous lancez en science, vous ne pouvez pas savoir où ça va vous mener. Vous vous jetez à corps perdu, vous y mettez tout votre enthousiasme et les découvertes que vous faites finissent par aider des millions de personnes. Et ça, vous ne pouvez pas le prédire. Alors, s'il y a bien un bon argument pour soutenir la recherche fondamentale en sciences du vivant, c'est bien cette histoire.